Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer à l'ouvrage Rayons de lune, les étapes de la méditation du Mahamudra de Dakpo Tashi Namgyal, grand érudit du XVIe siècle. Ce traité essentiel nous présente l'ensemble des enseignements bouddhistes, étape par étape, que tout pratiquant doit accomplir sur le chemin de l'éveil. Alors de quelle manière est construit ce texte ? Quelle approche propose-t-il ? Qu'en est-il plus précisément du Mahamudra et de sa pratique ? À qui s'adresse-t-il ? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Christian Charrier. Christian Charrier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez rencontré le bouddhisme en 1981. Vous avez ensuite accompli entre autres une retraite de 3 ans avec votre maître, Lama Gendun Rinpoche. Vous êtes également traducteur, vous avez travaillé sur une dizaine de livres et notamment avec la Fondation Tsadra dont nous reparlerons un peu plus tard dans cette émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous présenter l'auteur de ce livre, donc Rayons de lune, Dakpo Tashi Namgyal. Qui est-il plus précisément ? Donc, Dakpo Tashi Namgyal, c'est un maître de la lignée Dakpo Kagyu, comme son nom l'indique, un maître du XVIe siècle, et qui est un personnage un peu énigmatique. On ne sait pas grand-chose de lui, car il n'y a pas beaucoup de biographie à son sujet. Donc c'est un personnage qui est resté assez dans l'ombre, et il était quand même l'abbé du célèbre monastère de Gampopa, et donc qui a fondé cette lignée Dakpo Kagyu au XIe siècle. Et notamment, il était aussi responsable de presse de ce monastère. Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup écrit. Oui, il a écrit beaucoup. Malheureusement, on n'a pas retrouvé tous les éléments de son œuvre. Il reste encore, donc, on suppose, toute la collection de ses ouvrages qui n'est pas encore apparue. On espère qu'elle apparaîtra un jour. Mais en tout cas, il y a une trilogie qui est très intéressante et qui a été publiée, donc, qui est pratiquement traduite maintenant, dont les rayons de lune font partie. Et donc, il y a les rayons de lune, il y a les rayons du soleil et il y a le lumineux joyau. Donc, ce qu'on appelle la trilogie lumineuse. Alors revenons justement au livre qui nous occupe aujourd'hui, Les rayons de lune. Pourquoi ce titre ? Alors ce titre on peut voir dans ce titre une référence à Maitripa, qui est un yogi indien, adepte du Mahamudra, qui vécut au Xe siècle et qui a inspiré tous les maîtres du Mahamudra tibétains, donc notamment Gampopa. Alors en fait, c'est un petit clin d'œil que nous fait Dakpo Tashi Namgyal pour nous indiquer que son livre va traiter du Mahamudra de Maitripa. Et il y a une citation donc, de Maitripa qui est importante, où il dit tous les phénomènes, en fait, et le Mahamudra y compris, sont comme le reflet de la lune dans l'eau, c'est-à-dire ils n'ont aucune existence intrinsèque. Alors justement, dites-nous un petit peu plus ce que signifie ce terme de Mahamudra. Quelle est l'étymologie tout d'abord de ce mot ? Mahamudra, c'est en fait composé de 2 mots, Maha, qui signifie grand, supérieur, et Mudra, qui désigne un sceau, du verbe sceller, c'est-à-dire le sceau qu'on appose, qu'une autorité appose pour garantir en fait la véracité de quelque chose, l'authentifier. Donc ici, le sceau désigne la vacuité. Et c'est le plus grand sceau, c'est la plus grande pratique que l'on puisse avoir. Est-ce que l'on pourrait dire en 2 mots ce qu'est la vacuité ? Je sais que c'est compliqué à expliquer rapidement. La vacuité, c'est simplement la nature des phénomènes tels qu'ils sont, c'est-à-dire leur absence d'existence intrinsèque, c'est-à-dire le fait de ne pas les trouver quand on les cherche. En fait. Alors revenons à ce texte. Est-ce que vous pouvez nous le présenter sur le fond ? Quelles idées véhicule-t-il ? Alors c'est un texte extrêmement dense qui contient énormément de choses, d'instructions, de pratiques, mais ce n'est pas seulement une compilation d'instructions, c'est-à-dire que toutes ces instructions sont reliées par des explications logiques en fait, et qui expliquent le pourquoi en fait de cette pratique, de ces différentes pratiques du Mahamudra. Et elle s'adresse donc à tous les types de pratiquants, toutes ces instructions. Et ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il présente surtout les deux approches. L'approche logique, qui permet de réaliser la vacuité, mais aussi l'approche instantanée, l'approche qu'on appelle aussi directe. L'approche directe, voilà, exactement. Et alors, en quoi consiste plus précisément cette approche ? Donc, l'approche directe consiste, en quelques mots, tout d'abord à regarder directement son esprit, à en percevoir la nature dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, à rester dans cette reconnaissance de la nature de l'esprit.
Voilà ce qu'on appelle l'approche directe et qui en fait succède, on pourrait dire, à l'approche des sutras et à l'approche des tantras. C'est une troisième approche. Et alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, revenons à la logique. Est-ce qu'elle ne joue pas un rôle important aussi? La logique joue aussi un rôle important. C'est extrêmement important pour un débutant qui veut éclaircir la vue de la vacuité. Il faut bien qu'il essaye de comprendre de quoi il s'agit. Donc forcément, il va devoir analyser les textes qui parlent des traités, donc qui parlent de la vue ultime. Mais seulement, il ne faut pas en rester à cette compréhension intellectuelle des traités. Il faut après méditer. Parce qu'en fait, Tagpota Shinamgyal s'est rendu compte qu'à son époque, certains avaient compris la nature des phénomènes, mais ne méditaient pas. D'autres, au contraire, méditaient, mais ils ne comprenaient pas ce qu'était la vacuité. Donc, pour allier, en fait, pour unir ces deux approches, il a en fait écrit ce livre pour permettre aux méditants de bien comprendre ce sur quoi ils méditaient et permettre aussi aux autres, ceux qui avaient vraiment étudié, de passer maintenant à la méditation. Alors, donc là, nous venons de présenter ce texte. J'aimerais que l'on parle maintenant de la pratique du Mahamudra, plus précisément. Alors, il y a un passage dans ce livre, et donc je cite telle qu'elle est définie dans ce livre. Le Mahamudra est la sagesse non duelle qui transcende l'intellect, claire et non conceptuelle. Il est comparable à l'espace. Vaste et omniprésent, il est compassion infinie. Dénué d'existence propre, il est comme le reflet de la lune dans l'eau. Alors en fait, le Mahamudra consisterait peut-être simplement à reconnaître la nature de l'esprit. C'est le point de départ en fait, du Mahamudra, c'est reconnaître cette nature de l'esprit. Qu'est-ce que la nature de l'esprit? Oui, alors, je vous pose la question. Difficile à moi d'en parler, je ne suis pas la personne la plus compétente pour ça. Mais en fait, si on voulait prendre une analogie toute simple, on pourrait comparer ça à un miroir dans lequel les reflets apparaissent, mais le miroir lui-même est vide. Et ces reflets sont là, qui apparaissent avec une grande luminosité, avec une grande clarté. On peut voir très précisément de quoi il s'agit, bien que le miroir soit vide de ses reflets. En fait, et méditer sur la nature de l'esprit, c'est exactement découvrir ses qualités intrinsèques à l'esprit, qui sont sa vacuité et sa luminosité. Alors, on imagine que ce n'est pas forcément évident, et la question qu'on peut se poser, c'est si tout le monde peut tenter d'y accéder. Est-ce que ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux pratiquants plus confirmés, justement, cette pratique du Mahamudra? Enfin, l'intérêt de ce livre, c'est justement de montrer, c'est d'amener tous les pratiquants. Donc, étape par étape, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on regarde les différents chapitres, ça va des préliminaires, justement, jusqu'à l'éveil. Voilà. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est la méditation progressive du Mahamudra, donc qui indique bien ce chemin progressif qui convient donc à tous les pratiquants. Et donc, notamment, le débutant va y trouver les moyens ou les explications pour regarder vraiment son esprit. Le méditant un peu plus avancé, le méditant intermédiaire, on va dire, il verra aussi des instructions pour rester sans distraction dans cette nature. Et le méditant avancé, il trouvera les moyens, les méthodes qui lui permettent d'éviter les obstacles. Parce que forcément, il y a toujours des obstacles qui s'élèvent sur la voie et il est important de les reconnaître. Donc dans ce livre, tous ces obstacles sont très très bien énumérés, les uns après les autres, de manière très très progressive. Donc un méditant sait exactement où il en est, quel que soit son niveau. Et alors, quelles sont les différentes phases plus précisément de cette pratique, Christian Charrier? Alors, au niveau, on pourrait dire technique, le Mahamudra se compose de 4 yogas qui jalonnent en fait cette voie. Le premier yoga, c'est ce qu'on appelle l'attention unifiée, où dès que l'on a réalisé donc, cette nature de l'esprit, on pose son attention exclusivement sur cela. Ensuite, le deuxième yoga, c'est ce qu'on appelle la non-discursivité, où l'on n'entre plus dans des notions conceptuelles sur l'être, le non-être, l'existence, l'inexistence, toute forme de dualisme qui ne doit plus avoir cours à ce moment-là. Et ensuite, le troisième yoga, c'est ce qu'on appelle l'unique saveur, c'est-à-dire que on reconnaît l'unique saveur, c'est-à-dire la vacuité de tous les phénomènes, même s'ils apparaissent extrêmement opposés, comme le samsara et le nirvana, ou même des extrêmes, l'intérieur et l'extérieur. On voit donc cette nature, cette essence unique de tous les phénomènes. Le quatrième yoga, c'est l'aboutissement, c'est ce qu'on appelle la non-méditation, où il n'est plus nécessaire de méditer, parce qu'il n'y a plus de méditants, il n'y a plus de sujet qui médite, ni d'objet à méditer. C'est donc l'union à la dimension absolue de l'esprit, l'éveil.
extrêmement bien. Alors, on dit souvent que cette pratique du Mahamudra est fortement recommandée pour nous, occidentaux. Pourquoi ? Et pourquoi, dans notre contexte actuel, est-ce que cette pratique peut nous être utile ? Alors cette pratique a été recommandée par des grands maîtres, justement, à notre époque. D'ailleurs, le 16e Karmapa, quand il est venu en Occident, quand on lui a demandé quel était l'ouvrage qui serait le plus bénéfique pour les Occidentaux, il a répondu traduire les rayons de lune du Mahamudra, parce que c'est une pratique qui convient bien aux Occidentaux, parce qu'elle est simple, elle n'est pas dangereuse, elle permet aux gens qui ont une activité professionnelle de la poursuivre sans problème. D'ailleurs, en Inde, les grands adeptes du Mahamudra, ce qu'on appelait les grands accomplis, les Mahasiddhas, avaient tous un métier, étaient artisans, cordonniers, voire ministres ou rois même. Et donc, avaient tous des responsabilités dont ils devaient s'acquitter dans leur vie. Et le Mahamudra permet justement d'avoir cette vue ou ce recul par rapport aux émotions, par rapport aux apparences, par rapport aux perceptions, par rapport à tout ce qui se passe dans l'esprit. C'est pour ça que la méditation sur l'esprit est extrêmement importante. Contrairement à d'autres approches où on va méditer sur des objets, par exemple, pour essayer de reconnaître la nature, le Mahamudra fait les choses à l'envers, prend l'esprit comme base de départ. Et en voyant donc cette nature de l'esprit, on voit la nature de tout le phénomène. Ah oui. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi et décidé de traduire ce texte, et peut-être nous dire aussi un mot sur la fondation qui vous soutient, la fondation Tzadra. Donc c'est un concours de circonstances, hein, comme souvent. Donc cette phrase donc, du 16e Karmapa qui encourageait donc, un traducteur à le faire, bien sûr, m'a porté tout au long de cette pratique, de cette traduction. Et en plus, donc, je pouvais bénéficier, grâce à la retraite, des instructions orales que nous avait laissées Lama Gendun Rinpoche, qui ont été d'un grand soutien, parce qu'il transmettait vraiment une expression directe, une expérience du Mahamudra. Et ensuite, donc aussi, ça correspond une pratique qui correspond à un intérêt personnel pour moi. Et enfin, donc, comme vous l'avez dit, j'ai pu bénéficier du généreux soutien de la Fondation Tzadra qui m'a parrainé pendant toute cette entreprise qui a duré 3 ans. Alors, présentez-nous rapidement cette fondation pour conclure. La Fondation Tzadra, c'est une association donc, qui depuis 10 ans, vise à promouvoir l'étude, la pratique du bouddhisme tibétain, de quelles que soient les traditions. Donc c'est une fondation qui n'est pas affiliée à un maître particulier, mais donc parraine des étudiants qualifiés dans 2 domaines principaux, soit la méditation, donc en aidant des étudiants qualifiés qui veulent entreprendre des retraites de longue durée, à les poursuivre jusqu'au bout, soit donc la traduction ou la publication d'ouvrages, comme donc en aidant par exemple des traducteurs à publier leurs travaux, à aller donc jusqu'au terme, parce que bon, ça prend un certain temps quand même, donc il faut faire ça à plein temps. Et donc grâce à cette fondation, il est possible d'avoir un soutien. En plus maintenant, depuis quelques années, nous avons des ressources en ligne qui permettent vraiment d'avoir un support bibliographique extrêmement intéressant, extrêmement sérieux aussi. Très bien. Je vous remercie infiniment, Christian Charrier, d'avoir été avec nous, et puis bon courage pour la suite de vos traductions. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage sur lequel nous nous sommes appuyés pour préparer cette émission et traduit par notre invité, Rayons de lune, les étapes de la méditation du Mahamudra, de Takpo Tashinamgyal, publié par Tzadra. Également traduit par notre invité, L'ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu, publié aux éditions Claire Lumière. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée.